David Fonseca, donc, qui est maître de conférence comme moi à l'Université d'Evry, mais en droit public et non pas en droit privé, voilà. Mais aujourd'hui, nous nous réunissons. Et donc, David Fonseca eh bien, est passionné par le cinéma et justement allie droit et cinéma. Et j'ai trouvé que c'était tout à fait à propos eh bien, qu'il puisse traiter, comme ça a été son choix, hein, de la série Star Wars, et donc avec une intervention sur l'homme, l'animal, le robot, la guerre des mondes, à propos de Star Wars. Donc, cher David, je te cède la parole. Aloïse, merci pour cette invitation. Merci surtout de nous placer dans cette interdisciplinarité qui est précieuse, enfin en tout cas qui m'est chère, à ce point précieuse que je vais vous emmener vers un territoire qui d'emblée en fait pourrait paraître un peu curieux, mais vers notamment les terres du cinéma. Mais avant cela, pour faire peut-être un peu plus sérieux, Jacques Derrida, débuté par lui. Jacques Derrida, se demandant ce qu'il se passe lorsqu'il se voyait nu dans le regard d'un chat, en faisait le point de départ d'une réflexion sur le dépouillement de l'homme, sa finitude. Il en profitait pour dire l'aveuglement, en quelque sorte, de notre tradition métaphysique dont on entend beaucoup parler ce matin, anthropocentrée, obsédée par la prééminence de l'humain sur les autres vivants. Alors de fait, la pensée occidentale, elle a longtemps défini l'animal par ce qui lui manque comme ce qui lui fait défaut, c'est-à-dire la raison, l'inconscient, la pudeur, le rire. Si bien qu'encore aujourd'hui, notre imaginaire reste le plus souvent dominé par cette vieille conception cartésienne de l'animal-machine, incapable d'accéder au langage, dépourvu de subjectivité, et donc, en bout de chaîne de ce raisonnement, dépourvu potentiellement de tout droit. Que dire dès lors des animaux sans considération, encore pour les robots dans leur rapport avec l'homme, au sens générique du terme, le terme homme. Or, précisément, le rire est-il bien le propre de l'homme? Et la pudeur n'a-t-elle pas une histoire? Alors, répondre à chacune de ces questions exigerait sans doute des compétences exorbitantes qui ne sont pas les miennes, c'est-à-dire anthropologiques, éthologiques, ethnologiques, historiques, philosophiques, sociologiques. Aussi, est-ce par un autre biais que, pour ma part, je souhaiterais les aborder en faisant un pas de côté vers le cinéma. Alors pourquoi? Pourquoi le choix du cinéma? Parce que le cinéma, pour moi en tout cas, c'est une hypothèse de travail qui est la mienne. Je ne l'ai pas précisé d'emblée, je suis juriste, mais aussi critique de cinéma. Le cinéma, pour moi, n'est pas le lieu du divertissement. Le cinéma, je considère au contraire que c'est un laboratoire, c'est-à-dire c'est le lieu où s'expérimentent nos existences, ce que beaucoup de spectateurs et de critiques de cinéma ont du mal à concevoir encore. Je pense que tout ce qui se passe dans la société est déjà là, à l'avance, au cinéma. Or, assez tôt, dans son histoire, certains cinéastes, et pour ne parler que des œuvres les plus connues, ont pensé ce rapport à travers des animaux-machines, jusqu'aux machines animales. Par exemple, Le Golem, un célèbre film de Paul Wegener et Karl Bose en 1920. Un film encore plus célèbre sans doute, à l'oreille du moins, en 1927, Metropolis de Fritz Lang. Ces films, comme bien d'autres récits de science-fiction, montrent des créatures qui traitent d'égal à égal avec les humains. Tout comme d'autres productions montreront bien plus tard des ordinateurs non seulement intelligents, mais sentimentaux. Je pense à un film pas très très connu, qui s'appelle Electric Dream, qui date de 1984, sauf erreur de ma part dans mon souvenir. Et ce qu'il faut bien apercevoir, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de science-fiction, c'est-à-dire que des robots, comme par exemple les Tagamotchi, ont été réellement conçus comme des créatures artificielles prêtes à prendre la place des animaux de compagnie. Or, que la machine soit l'avenir de l'homme n'est pas toujours considéré comme une perspective néfaste. Pour prendre un exemple, la philosophe, historienne des sciences et féministe Donna Haraway considère que le cyborg serait le champion de l'être asexué du futur. Il serait notre avenir transspéciste, à nous, hommes et animaux. Alors pour penser le rapport de l'homme et de l'animal, comme du robot, il faudrait peut-être, ce sera mon fil rouge, il faudrait peut-être renoncer à les penser chacun dans leur spécificité. C'est-à-dire abandonner toute forme de recherche sur ce qui ferait leur identité, se délester de toute approche essentialiste pour partir à la recherche d'une définition que je qualifierais de type relationnel. Il faudrait alors ne plus se demander, comme le faisaient Descartes et Malebranche, si les animaux sont des machines, un assemblage de pièces, ou bien encore si les machines sont vivantes, mais plutôt de poser la question
en termes de rapports que les humains entretiennent ou pourraient entretenir avec autant des formes vivantes que non humaines, et avec qui les humains n'en formeraient pas moins une communauté. Alors à cet égard précisément, une célèbre saga de science-fiction permettrait sans doute de rebattre les cartes. Il s'agit de Star Wars, bien connu, réalisé par George Lucas. Et ce qui m'intéresse dans cette saga, c'est qu'elle montre notamment que l'identité que nous prêtons aux animaux ou aux machines n'est pas antérieure au rapport que les êtres humains ont avec eux. Dans ces conditions, pourquoi exclure a priori, par exemple, les cyborgs et autres robots? De même, à trop vouloir séparer l'homme de l'animal, on risquerait peut-être alors de couper l'homme de l'homme en refusant d'inclure dans l'humanité des hommes qui auraient été pris pour des singes. Alors, j'ai choisi de centrer mon propos sur 3 figures paradigmatiques dans cette saga. 3 figures qui me semblent le mieux illustrer le propos qui est le mien, c'est-à-dire insister sur la figure, le personnage de Chewbacca, puis des 2 célèbres robots R2-D2 et C3PO, et puis enfin le grand méchant de la saga, Dark Vador. Alors Chewbacca tout d'abord, qu'est-ce qui m'intéresse chez Chewbacca? Alors Chewbacca, pour le remettre un peu en mémoire, c'est ce géant braillard et velu, compagnon aussi fidèle que teigneux. Mais dans le même temps, Chewbacca c'est un mécanicien expert, et de sorte qu'il est cependant moins bête qu'il n'y paraît dans la guerre des étoiles. Bon sauvage sensible, il forme avec son compagnon Han Solo un couple inséparable. Alors Chewbacca, il présente encore une attitude originale qui m'intéresse beaucoup. Il semble posséder la sauvagerie de l'homme à l'état de nature que décrit Rousseau dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Alors, vigoureux, impulsif, mal dégrossi, il ne contrôle pas sa force et peut briser les bras de son adversaire lorsqu'il perd au jeu. On le traite, dans la saga, régulièrement de chose ou de macaque. Quand il est en possession d'un fusil, par contre, ou d'une arbalète, il devient pourtant un chasseur impitoyable. Et lorsqu'il prend les commandes du Faucon Millennium, son instinct lui fait faire des prouesses. Mais comme le bon sauvage rousseauiste, c'est aussi un être qui ne sait pas dissimuler. Très affectueux, il prend ce qu'il aime dans ses bras. Il est autant capable de tous les exploits pour sauver un ami d'un mauvais pas. Il est très sensible et ne supporte pas encore la désarticulation de son ami C3PO et le répare avec le plus grand soin. Alors Chewbacca semble correspondre alors à la définition que donne Voltaire du chien. Je raccourcis la citation. C'est, je cite Voltaire, c'est de tous les animaux le plus fidèle, c'est le meilleur ami que puisse avoir l'homme. Chewbacca est cependant loin d'être un simple chien domestiqué dans la saga, car Chewbacca, c'est cela qui m'intéresse encore chez lui, c'est d'abord un cri très particulier au carrefour de nombreux animaux, mêlant à sa voix les cris du phoque, du lion et de l'ours comme la vibration métallique d'une machine. Sous cet aspect, il apparaît comme un animal-machine, c'est-à-dire un être hybride. Mais ce cri exprime autant l'extrême sensibilité du personnage, qui déteste qu'un mal puisse être infligé à ses amis. Le cri de Chewbacca est aussi un langage que Han Solo comprend parfaitement. Sur ce plan, George Lucas semble encore être rousseauiste. C'est-à-dire que conformément à la thèse du philosophe dans son essai sur l'origine des langues, George Lucas met en scène une sorte d'état premier du langage, encore inarticulé, qui exprime les passions primaires, les besoins moraux liés à la sensibilité et à l'affection pour autrui. Toutefois, parmi les vertus qui sont celles de Chewbacca, l'une d'elles, en tout cas chez moi, en tant que spectateur de cette saga, retient davantage l'attention. C'est celle de la pitié. En effet, chez Chewbacca, en lui, la pitié, seule vertu de l'homme à l'état de nature chez Rousseau, affleure toujours. Tandis que ses compagnons font le bien par devoir, lui fait la même chose, mais par une impulsion de sa nature brute. Au fond, Chewbacca, il apporte un peu de bestialité, autant que d'humanité, dans un univers parfois aseptisé, qui affirme davantage le processus d'hybridation à l'œuvre dans la saga, de l'animal vers la machine, puis de l'animal-machine vers l'homme. Le rousseauisme de Chewbacca est révélateur, ce faisant, de ce que la pitié, dans la saga, fonde une communauté de personnes, dans les relations qu'ils entretiennent ensemble.
Ce qui fait au fond l'animal, l'homme, le robot, ne sont pas dès lors des prédéterminations dans la saga, mais sont fondés par leurs relations. C'est cela que viennent confirmer encore ces deux robots qu'on identifie très très bien, même quand on a survolé la saga et qu'on n'en a vu que quelques épisodes, c'est-à-dire C3PO et R2D2. Alors C3PO, parmi ce couple antipode, C3PO, c'est un personnage comique et angoissé. Un robot, mais pas n'importe quel type de robot, c'est le robot le plus faible de la galaxie. Un robot pensant quand les ressorts comiques de R2D2 le rapprochent singulièrement de l'humain. C'est-à-dire deux robots qui semblent se faisant accréditer encore l'idée d'un processus d'hybridation de type positif dans la saga. Au fond, C3PO, c'est un drôle de robot quand R2D2 est un robot qui est drôle. Un drôle de robot en ce qu'il défait d'emblée l'image de la machine toute puissante qui a été léguée au cinéma, notamment par Stanley Kubrick et son Odyssée de l'espace. Les personnages des robots dans cette saga, ils sont construits sur la logique des contraires, c'est-à-dire sous la forme d'un couple antipode. Quand R2D2 est taciturne et déterminé, C3PO, lui, il est joyeux et sans cesse hésitant. C3PO, pour sa part, est terrorisé, ce qu'il ne cesse de dire pour exorciser sa peur, sans doute. Je le cite, en ouverture de la saga, c'est-à-dire ce que vont apercevoir pour la première fois les spectateurs sur l'écran en 1977 à travers l'épisode 4, et qui s'ouvre sur une image du désert où on aperçoit pour la première fois ces deux robots, et non pas le héros, on aperçoit d'abord les deux robots, eh bien, on a C3PO qui dit dans le désert « Nous sommes perdus ». Je suis fini. Ah, nous sommes faits pour souffrir. Que viennent donc faire ces machines dans le désert qui ouvre la saga? Dans son 4e épisode, donc, qui l'ouvre en 1977, nous faire rire, nous faire peur, nous montrer l'étrangeté de ces planètes lointaines au fond de galaxies inconnues. Assurément, les deux robots sont comiques, ce qui montre un lien indéfectible entre l'humain et le robot dans le film. À ce propos, dans son essai Le Rire, Bergson affirme que l'on ne rit que de ce qui est humain. Mais les machines ont un statut particulier dans cette analyse du comique chez Bergson. Car le rire, pour Bergson, a toujours le même ressort. On rit d'une mécanique plaquée sur la vie. On rit lorsque la vie, dans sa souplesse, se trouve enfermée dans la raideur d'un agencement mécanique, aveugle et répétitif. On rit du distrait qui tombe dans un trou qu'il n'a pas remarqué, trop occupé à regarder dans le ciel. C'est une raillerie, c'est-à-dire une sorte de punition. On se moque de celui qui ne sait pas s'adapter aux circonstances, au fond. Et s'il ne sait pas s'adapter, c'est qu'il est pour quelques instants une sorte de machine. On ne rit pas des machines exactement, comprenez-moi bien. On rit des humains qui adoptent la raideur d'une machine. Ou, encore, l'on rit d'une machine qui adopterait la même raideur qu'un humain. Le robot humain dans Star Wars est donc un robot qui ressemble finalement à un humain. Robot dans son ressort comique, mais qui révèle encore autre chose de plus particulier qui m'intéresse peut-être encore davantage. Un rapport au monde de type angoissé qui les rapproche de l'humain. Ainsi, par exemple, C3PO ne peut pas prendre place dans un vaisseau sans rappeler au moment du décollage d'une voix tremblotante combien il déteste les voyages dans l'espace. C3PO est obsédé par la mort, c'est-à-dire l'extinction de ses circuits. Il est un robot angoissé et souvent comique parce qu'angoissé. C'est pourquoi il fallait qu'il passe par le désert, dès le début de la saga, où sa peur ne peut prendre aucun objet. Il n'y a rien dans le désert, aucun vaisseau qui secoue, ni un clone pour le menacer, ni quiconque pour le punir, rien. Et pourtant la peur qui demeure invincible. En somme, la saga, qui devait montrer comment face au clone de l'Empire se dressait le héros, l'humain idéal, n'y est pas parvenu. C'est-à-dire que cet idéal n'a pas suffi à exorciser la peur, toutes les peurs. Celles-ci ont exigé dès lors leur créature. Puisqu'elles ne pouvaient pas se loger dans l'esprit du héros, elles sont réapparues ailleurs dans le robot, auquel elles donnent un tour comique mais étrangement humain, qui continue dans la saga d'hybrider les relations entre l'homme et le robot sous cet aspect. Que dire sur Dark Vador à présent, le plus grand méchant de l'histoire, dit-on? Alors pour en saisir la figure, sans doute faut-il rappeler que George Lucas est d'abord et avant tout un enfant de la guerre, dont les images ont marqué l'esprit. On retrouve ainsi dans le film les dérives de cette fascination pour l'ordre. Or, Dark Vador, qui semble être l'expression esthético-politique de cet ordre, est en même temps le personnage qui en montre à travers le processus d'hybridation
la limite, ou comment l'ordre produit du désordre. Sous cet abord, il est le personnage le plus désordonné dans un monde fait de rectitude. À cet égard, le préquel de la saga, c'est-à-dire les épisodes 1, 2 et 3, qui sont venus après à l'écran les épisodes 4, 5 et 6, donc ces épisodes 1, 2 et 3 racontent comment le méchant Dark Vador est devenu méchant, depuis son enfance, son adolescence, le contexte politique qui est le sien. Un préquel qui raconte comment un individu désigné d'emblée comme un élu est cependant contrarié sans cesse dans ses prises d'initiative, ce qui va créer chez lui une frustration, un désordre qu'il ne parviendra jamais à surmonter. Dark Vador, qui ne s'appelle pas encore ainsi, mais Anakin, est d'abord un être désaffilié, arraché très tôt à sa mère qui meurt, qui ne connaît pas son père, dont le tuteur disparaît, empêché ensuite de développer le sentiment de l'amour. Un individu qui, pourtant joyeux et ouvert au départ, est autant l'enjeu de stratégie politique de la part des uns comme des autres. Initialement, ces tensions doivent se résoudre diplomatiquement dans la saga. Telle est la première mission d'Obi-Wan Kenobi, qui est un chevalier et maître Jedi, c'est-à-dire pacifié par la voie du dialogue. Mais cette solution, qui est un échec, aboutit aussitôt à un conflit de type guerrier dans la saga, le film montrant la difficulté à articuler des sociétés sur le mode du dissensus comme de la délibération publique. Un dissensus que la prophétie, par la venue d'un Messie, c'est-à-dire le futur Dark Vador, est censée résoudre, en provoquant un retour à l'équilibre dans la force, mais de façon quasi magique, par la seule présence du Messie. Une tâche qui apparaît cependant rapidement insurmontable. Face à cet échec, grandit davantage alors le sentiment de frustration chez Anakin, qui s'aperçoit de son incapacité à convertir positivement les espoirs placés en lui. Il se fait alors le défenseur de la solution la plus simple, celle de la force brute. Sur le plan individuel, cette saga reprend le principe du récit initiatique où le héros est toujours un élu. Dans la première partie de la saga, c'est-à-dire les épisodes 4, 5 et 6, Luke Skywalker est un élu lui-même. Dans la seconde série, qui est pourtant chronologiquement la première, c'est-à-dire les épisodes 1, 2 et 3, Anakin, qui deviendra le futur Dark Vador, donc, est lui-même un élu. La saga montrant les choix différents faits par l'un comme par l'autre. Dans la dernière trilogie également, c'est-à-dire les épisodes 7, 8 et 9, le personnage de Kylo Ren, héritier de Dark Vador, autant qu'il l'est de la lignée de Luke Skywalker, s'étant opposé à Anakin. Kylo Ren, c'est le fils de Leia et du rebelle Han Solo. Eh bien, est lui-même autant un personnage innervé par cet héritage, qui en fait sans doute le personnage le plus confus, le plus complexe que les précédents. Ce faisant, dans ce contexte filmique, il serait peut-être trop simpliste de résumer Dark Vador à la figure du méchant charismatique. C'est autour de la figure de cet être hybride que le film se bâtit. Il est le moteur de la narration. Et lorsqu'on le voit apparaître à l'écran, ne manque pas de surgir des questions. Qui se trouve derrière le masque? Pourquoi ce bruit très curieux de respiration? Comment se fait-il qu'il est ce qu'il est, c'est-à-dire une créature inédite? C'est que ce personnage incarne dans sa version la plus absolue au sein de la saga le processus d'hybridation. Il tient à la fois du personnage de science-fiction et du samouraï, de l'homme et de la créature fantastique au sens de l'homme et du robot comme de l'animal. Il est une chimère. L'Empire est ainsi une extension de lui-même, avec cette façon incomparable d'être en connexion avec le reste des machines comme il est en connexion avec la technologie. Comment lire dès lors dans la saga ce processus d'hybridation de l'homme avec l'animal comme la machine, incarné à l'écran par Dark Vador, qui en fait un personnage composite? Lorsqu'il n'est encore qu'enfant, lorsqu'il n'est encore qu'Anakin, avant donc que s'accomplisse en lui le processus d'hybridation afin de devenir Dark Vador, lui fait paradoxalement défaut une caractéristique humaine, la parole. On le voit à l'écran dans un rapport autistique avec le monde. Anakin aspire dès lors au contrôle, notamment grâce à ses réflexes affûtés, mais aussi à son don de voyance. Au vivant, il préfère largement la prévisibilité de la mécanique, illustrée par ses grandes compétences avec les droïdes comme le pilotage des vaisseaux. Au fond, cette incommunicabilité est transcrite par tout son apparat, sa voix quasi machinique. Or, réciproquement, lorsqu'il devient Dark Vador, il semble s'exprimer davantage que lorsqu'il était Anakin, s'efforçant de retrouver une parole qui lui avait fait tant défaut initialement. Cette caractéristique
qui fait sa chance, comporte autant un versant négatif. Alors, négativement, sur le plan du langage, en tant que padawan, c'est-à-dire en tant qu'aspirant Jedi, quand il n'a pas encore son corps robotisé, Anakin se trouve toujours dans une phase d'hésitation comme de doute. Incapable de formuler une idée claire, précise, finalisée, motivée et argumentée. Mais à partir du moment où il incarne cette figure autoritaire, cette sûreté, la confiance qu'il faut en soi pour s'affirmer, c'est-à-dire dès qu'il a fait le choix de devenir Dark Vador, sa parole devient immédiatement précise, nette, incarnant la puissance de l'Empire une fois l'idéologie posée. Sous cet aspect, cette maîtrise langagière s'apparente à ce que Jean-Pierre Faye dégage des langages totalitaires. Une langue d'autant plus puissante qu'elle s'est débarrassée de toute forme de nuance, installant dans la saga un roman criminel. Versant chance, toutefois, et toujours par l'acquisition de la parole, lorsque sa mue est opérée, lorsque Anakin devient Dark Vador, le personnage de Dark Vador tend à montrer que cette faculté du langage, c'est cela qui m'intéresse, n'a rien de naturel, qu'elle est au contraire profondément artificielle. Ce qui fait l'homme n'est pas du tout du côté de la nature, c'est-à-dire d'une nature humaine, comme par exemple le fait de posséder la possibilité du langage. Au contraire, l'homme, dans la saga, serait sans cesse du côté de l'artifice. Dark Vador s'exposerait au risque de l'humanité, d'une humanité qui lui ferait défaut initialement, mais dont il ferait l'apprentissage en s'animalisant et en se mécanisant. Précisément, dans l'épisode 1, intitulé La menace fantôme, on peut voir le jeune Anakin dans une scène où il trafique un robot qui se trouve être C3PO. Il le bidouille, entretient avec lui un rapport joyeux, simple, facile, mais en cette occasion seulement, Anakin fait preuve d'une maîtrise langagière, mais aussi, comme à l'accoutumée, technique. Or, C3PO n'a pas encore son armure. On a le sentiment d'apercevoir à l'écran un écorché, mais un écorché robotique, qui semble être le destin robotique d'Anakin, qui finira d'ailleurs tel un robot enfermé dans une armure, devenant en quelque sorte la version inverse de l'écorché, c'est-à-dire un corps organique entré dans un robot. Une autre scène, plus tard dans le film, est encore exemplaire à cet endroit. Dans une course d'engins, s'apparentant à la mythique course de chars de Ben-Hur, apparaît un petit Anakin complètement intégré à la machine, son casque, ses yeux, ses petites mains cramponnées à l'engin de course, de sorte qu'on n'aperçoive plus sa figure humaine. Anakin ayant fusionné avec le bolide, ce qui montre que le processus d'hybridation a lieu initialement, dès l'enfance d'Anakin. Or, la même image de fusion avec la machine reviendra quand Dark Vador poursuivra Luke Skywalker dans son engin spatial, complètement enfermé à l'intérieur, la machine n'étant qu'une extension de lui-même. Anakin Dark Vador n'est jamais autre chose qu'un corps d'action, un corps vitesse, de sorte qu'il lui faille des prothèses robotiques pour fonctionner. Au fond, son être ne s'exprimera jamais autrement que prothétiquement. Il est un personnage hanté à sa machine, greffé, à la fois beau et terrifiant, qui en fait une machine organique. Il n'est plus un personnage prophétique, mais prothétique. Or, ce qui fait sans doute la richesse du film sur ce plan, paradoxalement, est que la prothèse est ce qui constitue finalement son identité. Celle-ci, cette identité, n'est jamais donnée au départ dans une nature quelconque. Elle est sans cesse en devenir, au sens où elle est conférée par le processus d'hybridation. Paradoxalement donc, ce qui est extérieur, la prothèse robotique, constitue l'intériorité d'un individu. Cette intériorité pourrait se comprendre d'ailleurs comme le langage dont il était question, c'est-à-dire ce phénomène humain mystérieux qui inclut à la fois la répétition, des sons sont limités et finissent par se répéter, mais aussi la différence. Des énoncés sont sans cesse créés. C'est-à-dire que se trouve l'itérabilité au cœur de l'humanité. Dans la saga, qu'il s'agisse de R2-D2, C3PO ou encore de Chewbacca, l'homme et la machine comme l'animal s'entre-affectent, s'entre-créent. Morale de l'histoire sous forme de conclusion provisoire. Si l'on se décide à diviser homme et machine absolument, comme le fait une certaine pensée humaniste contemporaine refusant tout apport de la machine, il me semble qu'on perpétue une binarité tout à fait machinale, celle notamment de la dualité cartésienne.
Penser humainement, entre guillemets, penser humainement, c'est peut-être dès lors surmonter cette binarité mécanique en réintroduisant une part mécanique dans la pensée humaine. Dans cette perspective, ce qui fait l'homme serait tout du côté de l'artifice. L'artifice ne serait donc plus second, mais premier. Si nature de l'homme il y a, elle ne serait jamais donnée, mais toujours à conquérir comme à redéfinir. La prothèse devient en somme prothèse d'origine, au sens où l'extériorité devient le fondement même à partir duquel l'intériorité de l'homme devient possible. Ce que fait Star Wars, c'est finalement renverser tout ce que la pensée philosophique imaginait sur l'humanité. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, cher David. Je trouve toujours autant passionnante ton intervention que lorsque j'ai lu ta contribution. Alors d'ailleurs, je t'avais dit que je ne connaissais absolument pas Star Wars et que j'avais envie finalement de découvrir. Et tu m'as dit, mais je n'aime pas Star Wars. Et je dis, tu as très bon compteur parce que finalement, j'avais l'impression que tu aimais cette saga. Et tu m'as dit, non, je ne l'aime pas. Je suis passé complètement à côté. Oui, non. Écoute, tu te l'es très bien approprié finalement. Donc voilà. Alors écoutez, petit temps de questions si vous le souhaitez, ou de remarques, d'observations. Donc Madame Aliendis, vous l'aurez compris, n'est pas présente, mais on peut, alors quelqu'un nous dit que ton intervention était passionnante. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques dans la salle, des questions derrière l'écran? Donc pareil, vous pouvez noter dans le chat ou bien prendre la parole en ouvrant votre micro. S'il y a des interventions, ou même précédemment. On peut... aussi, c'est vrai. Mais finalement, nous avons à peu près rattrapé notre retard puisqu'il est 12h44. Donc voilà. Oui, peut-être, est-ce que tu veux bien juste donner le micro? Merci beaucoup. Merci Olivia. Merci. Merci. Non, moi aussi, j'ai trouvé ça passionnant. Et pour le coup, moi, dans mon enfance, j'ai regardé Star Wars et j'ai beaucoup aimé. J'ai pris beaucoup plus de recul ces derniers temps. C'est vrai que je trouvais ça beaucoup moins bon. Mais finalement, je n'avais pas vu tout ça, toutes ces dimensions, et notamment ces dimensions d'hybridation. Elles me semblaient plus présentes dans d'autres œuvres de science-fiction que dans Star Wars. Mais là, c'est tout à fait convaincant. Et vraiment, merci pour cet éclairage. D'ailleurs, ça me fait penser... Cette invitation à lâcher un petit peu une ontologie de l'essence pour aller vers une ontologie du processus, ça fait penser à tout ce courant en fait de la philosophie du processus, avec notamment Whitehead. Et c'est très lié aussi finalement pas finalement parce que c'est précédent, mais à la cybernétique, et notamment je pense à Gregory Bateson, qui était aussi proche de Russell et Whitehead, et un peu de cette vision-là. Et il avait cette vision, lui aussi, de l'esprit. Il appelle, c'est pas esprit, c'est mind en anglais, mais comme finalement l'interaction entre des parties. Et en réalité, il dit qu'il y a esprit quand il y a interaction entre des parties d'un système. Et donc, il qualifie même d'esprit ou de mind des choses qui sont pas humaines et qui vont être hybrides. Et notamment, il donne un exemple qui m'a toujours paru très bizarre, mais là, du coup, ça résonne. Par exemple, un bûcheron qui tape avec sa hache dans un arbre, mais il va parler du bûcheron, de la hache, de l'arbre. Et toute cette interaction va être qualifiée d'esprit, enfin de mind. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et voilà, ça m'a fait penser à ça, finalement, cette intervention avec cette idée d'hybridation et de process. Merci beaucoup. Une autre. Est-ce que derrière l'écran, quelqu'un souhaite intervenir, peut-être? Non? Pas d'autres observations ni dans la salle. Alors écoutez, je vais vous inviter pour notre pause déjeuner. Donc moi, je vais couper en fait notre session Internet. Donc il faudra vous reconnecter au même lien tout à l'heure. Donc nous reprendrons à 14h30 pour la suite de cette partie donc sur les transformations relationnelles. Et puis nous enchaînerons avec la seconde partie et nous terminerons donc par un petit discours de clôture où je retrouverai ma collègue Olivia Bigzan pour ces derniers mots. En tout cas, un grand merci à tous et à tout à l'heure.